Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Cette semaine, deux anciens présidents ont pris la parole dans les médias. Et si le 11 septembre au matin, l'heure était à la polémique après la provocation aux allures racistes de Nicolas Sarkozy sur le plateau de Quotidien. Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui, ça, elle progresse la société. C'est à l'interview de son successeur, François Hollande, que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Écoutez, c'était le 9 septembre, au micro de Jean-Jacques Bourdin. Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force. Il avance chaque fois qu'on lui en laisse la possibilité. On le voit sur l'affaire de la Biélorussie, qui en définitive peut être demain une nouvelle conquête russe. Comme ça s'est fait sur une partie de l'Ukraine. L'Europe doit comprendre, c'est pas simplement la question de savoir si nous sommes menacés sur le plan de la sécurité, doit comprendre l'intention de Vladimir Poutine, reconstituer la géographie de l'Union soviétique. On revient régulièrement sur le cas de la Russie dans Le Monde devant soi et on sait combien Poutine aime montrer les muscles. Mais a-t-il vraiment comme projet cette volonté impérialiste d'annexer, au moins en termes d'influence, les territoires perdus par Moscou à la chute de l'URSS, Jean-Marie ? C'est la lecture que l'on a aujourd'hui, principalement en Europe, qui consiste à dire, mais cela depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir pratiquement, qu'il cherche à reconstituer le glacis, ou en tout cas les protections qui étaient celles de l'Union soviétique au temps de sa grandeur. Et donc sont concernés les pays limitrophes, et notamment pour ce qui concerne l'Union européenne aujourd'hui, les pays baltes, qui sont, en tout cas qui vivent eux-mêmes, les pays baltes, sous cette menace latente d'une Russie qui voudrait au fond reprendre le contrôle de ces territoires. Vous vous souvenez qu'au point de départ, il y a eu une vaste querelle sur les responsabilités, certains disant mais non, la Russie cherche simplement à éviter d'être encerclée, la Russie cherche à protester contre le fait que les Occidentaux n'auraient pas tenu leur parole, notamment George Bush père, qui consistait à ne pas, après la chute du mur, après la chute de l'Union soviétique, à ne pas s'engager dans un processus d'élargissement de l'OTAN à d'anciens pays satellites de l'Union soviétique. Or, cet élargissement a bien eu lieu, donc, mais peu importe les facteurs déclenchants, toujours est-il qu'on l'a vu sur l'Ukraine, sur la Crimée, sur la Géorgie d'abord, il y a une volonté évidente de Vladimir Poutine de chercher des points d'appui, c'est le minimum. Certains le soupçonnent sur la Biélorussie aujourd'hui de vouloir carrément annexer à terme la Biélorussie, mais il y a aussi toutes les offensives politiques qui le mènent à l'intérieur même de l'Union européenne pour affaiblir l'Union européenne, notamment en Hongrie, qui est une sorte de terrain d'expérimentation du retour de l'influence russe à l'intérieur même de l'Union européenne. Donc objectif d'affaiblir l'Union européenne certainement, et d'essayer de regagner des points d'appui là où ces pays avaient semblé tourner le dos à la Russie pour ne regarder que vers l'Europe. Alors, on parle là de guerre d'influence, on voit la Russie multiplier les manœuvres militaires comme autant de provocations dans le nord de l'Europe ou du côté de l'Alaska. Pourrait-il arriver que Poutine franchisse la ligne rouge en passant de la simple guerre d'influence à l'annexion territoriale, en Biélorussie par exemple ? Il a déjà franchi la ligne rouge en Ukraine, puisque en Ukraine, une partie des républiques autoproclamées en Ukraine, qui se sont détachées de l'Ukraine, sont en fait des petits satellites russes et des excroissances au fond de la Russie, et ça a été le cas aussi en Géorgie au tout début. Une petite remarque sur la Biélorussie, c'est que avant-hier, l'ambassadeur russe à Minsk a remis à Loukachenko de très vieilles cartes montrant que toute une partie de la Biélorussie dans ses frontières actuelles appartenait historiquement à la Russie. C'était un petit signal que la Biélorussie fait aussi partie de ce que la Russie considère comme son étranger proche, avec l'Ukraine, la Géorgie, et dans l'étranger proche de la Russie, estime Moscou, c'est une zone d'influence dans laquelle les pays concernés ne bénéficient pas de toute leur souveraineté, c'est une souveraineté limitée. Alors, il y a cette agitation géostratégique, il y a eu aussi cet empoisonnement d'Alexei Navalny, le principal opposant au président russe. Est-ce que cette hyperactivité de Poutine n'est pas due à une situation devenue plus difficile pour lui sur le plan intérieur ? Oui, sur le plan intérieur, il y a aussi des raisons qui
s'il y a eu tentative d'assassinat contre Alexeï Navalny, qui est le principal opposant à Vladimir Poutine, s'il y a donc eu tentative d'assassinat, eh bien oui, il y a une situation de politique intérieure qui n'est pas facile en ce moment pour Vladimir Poutine, et d'ailleurs qu'exploitait, et à juste titre et à raison, en tant qu'opposant, Alexeï Navalny. On peut dire que la Russie est sans doute le 3e ou le 4e pays au monde qui a été le plus touché par la pandémie de la Covid-19. On peut dire que la Russie est dans sa 3e, voire sa 4e année de récession, sa 3e et 4e année de baisse des revenus, de baisse du revenu moyen des Russes, des salariés russes. On peut dire qu'elle a des contraintes budgétaires nouvelles et qui vont être structurelles, avec la faiblesse structurelle et durable du prix des hydrocarbures. On peut dire que la Russie, précisément, et c'est de là où venait Navalny, quand il y a eu, semble-t-il, cette tentative d'assassinat contre lui, eh bien, on peut dire qu'en Sibérie aussi, dans une grande ville comme Khabarovsk, par exemple, il y a tous les jours, depuis cet été, des manifestations contre le régime de Poutine. Donc, si vous voulez, mettez tout ça avec la perspective, le 13 septembre, d'élections régionales importantes dans 23 des 85 régions russes. Et c'est pour ça d'ailleurs que Navalny était en campagne en Sibérie. Élections régionales où le parti de Poutine, dont la popularité est faible selon les sondages, Russie unie, pourrait peut-être essuyer une défaite. Donc, si tentatives d'assassinat il y a eu, et c'est la marque du régime Poutine depuis les premiers jours. Depuis le premier jour de la prise de pouvoir par Poutine, de l'arrivée au pouvoir de Poutine, je crois, en 2000, eh bien, toutes ces années sont jalonnées d'assassinats politiques. Donc, si tentatives d'assassinat il y a eu, c'est toujours aussi pour créer ce climat de dissuasion, d'intimidation, d'humiliation des opposants. Et pour que cela fonctionne, eh bien, on signe la tentative. On signe la tentative d'assassinat pour ne pas qu'il y ait d'erreur sur l'envoyeur, sur le messager. On la signe et le Novichok, vous savez, le Novichok qui aurait été utilisé, ou un agent de ce même type, selon les médecins allemands, le Novichok est un agent innervant militaire, très difficile à manipuler. Il faut assembler 2 composantes et qui est seul en possession de l'armée ou des services secrets de l'armée. Voilà le contexte intérieur. Alain, est-ce qu'une défaite ou une victoire médiocre de Vladimir Poutine au régional pourrait le déstabiliser ? Pas vraiment. Vous savez, il est dans un processus en ce moment de réforme constitutionnelle qui doit être approuvé par référendum et puis ensuite à la Douma, etc., qui vise à installer Poutine au pouvoir jusqu'en 2036, disons, à vie ensemble, si vous voulez. Le système est aux mains des services de sécurité, aux mains des services des différents services, on les appelle les ministères de force, les siloviki. Le système économique, politique et sécuritaire est aux mains de Poutine. Mais bon, voyez ce qui se passe en Biélorussie, il y a peut-être des possibilités d'imitation, etc. Voyez la situation économique de la Russie. Donc, on ne voit pas le système menacé à court terme, mais on peut imaginer que le système, lui, se sent menacé. Dans la réforme constitutionnelle à laquelle fait allusion Alain, il se donne le pouvoir, Vladimir Poutine, jusqu'à l'âge de 84 ans. Et sur la méthode des assassinats, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est un passage des mémoires du général de Gaulle, qui raconte sa visite avec Staline, enfin sa rencontre avec Staline à Moscou. Et donc, à un moment, Staline s'interrompt dans la conversation qu'il a avec le général, appelle un de ses hommes qui l'entoure, lui donne une consigne. La consigne est d'exécuter quelqu'un. Et Staline se tourne vers De Gaulle pour dire, ben voilà, dans ce pays, pour gouverner, il faut en tuer un régulièrement. Il faut en éliminer un régulièrement. Et ça m'a toujours frappé parce qu'il me semble que Poutine s'inscrit rigoureusement dans les pas de Staline, et ce d'autant plus que Vladimir Fedorovski, qui est l'ancien porte-parole de la perestroïka, qui est aujourd'hui reconverti comme essayiste en France, explique qu'il y a une réhabilitation du stalinisme et de la figure de Staline. Lui explique d'ailleurs que ça n'est pas seulement le fait de Poutine lui-même qui réinstalle le stalinisme et réinstalle une sorte presque de culte de Staline, mais que c'est le fait de la société russe elle-même
qui regarde Staline de façon très différente de la génération qui s'est débarrassée du mur et qui s'est débarrassée du soviétisme, avec, je crois, 1 jeune sur 2 en Russie qui a une vision positive de Staline, qui est vu aujourd'hui uniquement comme le vainqueur de la guerre contre l'Allemagne nazie. Donc on est aussi dans ce contexte-là où, au fond, c'est le retour à des mœurs qui étaient des mœurs staliniennes par définition, où on élimine l'un après l'autre les gens qui deviennent un peu trop gênants, que ce soit des oligarques, comme ça a été le cas déjà, ou des opposants, ou des journalistes. Je rappelle que les journalistes ont payé un lourd tribut aussi à la domination sans partage de Vladimir Poutine sur la Russie. Dans sa chronique de cette semaine, votre collègue au Monde, Alain Sylvie Kaufmann, explique que l'Europe est désormais seule face à la Russie, les États-Unis étant dans la retenue. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Et si oui, avons-nous les reins assez solides, nous, les 27, pour contenir Vladimir Poutine ? D'abord, je modulerai un tout petit peu, si je peux me permettre, parce que ma collègue, ma consoeur et amie Sylvie Kaufmann est une vraie spécialiste de la Russie. Je nuancerai un peu son affirmation sur la solitude de l'Union européenne. Au moins, dans les formes, les États-Unis se sont associés à la protestation de l'Union européenne. Et l'ensemble des pays du G7, avec le Japon donc et le Canada, les États-Unis, l'Italie, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ont signé un communiqué, d'ailleurs rédigé je crois par les Français et les Allemands, ont signé un communiqué condamnant la tentative d'assassinat, ce qu'ils considèrent comme une tentative d'assassinat, il n'y a aucun doute pour eux, contre Alexeï Navalny. Donc c'est pas tout à fait une solitude. Il y a une singularité dans cette histoire, c'est Trump, si vous voulez. D'un côté, vous avez le secrétaire d'État, Michael Pompeo, qui lui parle un peu comme un néoconservateur des années 1990. Il est un des chefs des fondamentalistes religieux à l'intérieur du gouvernement américain, qui lui est très anti-russe et parle très sévèrement de ce qui est arrivé à Navalny, et désigne pratiquement, dans la phrase qu'il a eue, dans le communiqué qu'il a eu, désigne les autorités russes comme responsables, ou en tout cas estime qu'elles devraient se sentir responsables. Et puis il y a Trump. Alors Trump, lui, pas un mot contre Vladimir Poutine. Cela a été la caractéristique de ces 4 années de mandat à la Maison-Blanche. On ne sait pas pourquoi. On ne connaît pas la teneur de au moins 2 entretiens que Trump a eus avec Poutine. Tout ce qu'on sait, c'est que Trump a tout fait, à chaque fois qu'il le pouvait personnellement, a tout fait pour s'opposer à toute critique ou à toute sanction contre la Russie. Alors, il y a quand même eu des sanctions contre la Russie, votées notamment par le Congrès, quelquefois à l'initiative du département d'État, et la Maison-Blanche a suivi. Mais chaque fois qu'il a pu éviter de mettre en cause personnellement Vladimir Poutine, Trump l'a fait. Et d'ailleurs, vous voyez que toutes les agences de sécurité américaines en ce moment, et le Parti républicain lui-même le reconnaît, disent unanimement que les Russes cherchent à nouveau, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, à influencer le vote du 3 novembre prochain aux États-Unis en faveur de Trump. Il y a un mystère des relations entre Trump et la Russie de Poutine, il n'est pas levé. Alors, il faut rappeler aussi que les sanctions américaines sont souvent des sanctions ad hominem, c'est-à-dire que ce sont des collaborateurs ou des oligarques ou des personnalités proches du système poutinien qui sont visés en gelant leurs avoirs ou en leur interdisant de visiter, de se déplacer aux États-Unis ou en Europe. Mais l'Europe n'est pas démunie non plus. Il y a 2 grands projets d'approvisionnement en gaz de l'Europe, un au sud, un au nord, et notamment le Nord Stream, le gazoduc qui part de la Russie pour arriver en Allemagne, à travers la mer Baltique, et qui est un projet quasiment terminé matériellement, et sur lequel l'Allemagne est en train de réfléchir sur le point de savoir si elle ne va pas stopper cette opération, qui est évidemment faite dans l'intérêt de l'Allemagne, mais aussi dans l'intérêt de la Russie, qui évite justement le passage par l'Ukraine, avec une Allemagne qui est un petit peu gênée sur ce dossier, parce que le président de Nord Stream, ce n'est autre que l'ancien chancelier allemand, mais néanmoins, Angela Merkel et les responsables du gouvernement allemand ont clairement évoqué l'hypothèse d'une possibilité d'arrêter ce projet, alors même, encore une fois, que, je sais plus, 11 ou 12 milliards d'euros ont été dépensés pour construire ce gazoduc. D'accord, mais l'arrêt d'un projet de gazoduc et de manière générale les sanctions économiques, est-ce que ça peut vraiment arrêter Poutine ?
Écoutez, des sanctions économiques, il y en a depuis 2014, c'est-à-dire depuis l'invasion de la Crimée et la situation en Ukraine. Ce sont des sanctions européennes, d'une part, Union européenne, et américaines, d'autre part. En ce qui concerne les sanctions européennes, elles sont reportées et revotées, d'ailleurs, tous les 6 mois. Donc il y a une certaine unité, bizarrement, des 27 de l'Union européenne, alors que l'on sait que des pays comme l'Italie du temps où Salvini était le vice-premier ministre, le vice-chef du gouvernement, la Hongrie en tout cas, ont demandé la levée des sanctions. À un moment, la France aussi a esquissé une possible levée des sanctions, très très prudemment, dans une tentative d'ouverture de dialogue avec Moscou, qu'a esquissé en tout cas le président Macron pour se rendre compte à peu près 1 an plus tard qu'elle n'a rien donné. Donc il y a des sanctions américaines, européennes. Est-ce qu'elles sont efficaces? Les sanctions individuelles, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, elles sont efficaces parce qu'elles touchent des proches de Poutine, elles touchent les maîtres du système ou les profiteurs du système. Donc elles sont efficaces. Des sanctions qui touchent la population civile, comme des régulations ou des taxes douanières, etc., sur les exportations russes, franchement, je ne pense pas qu'elles soient d'une grande efficacité. Elles sont la seule manière, plutôt symbolique, de manifester une opposition d'un État ou d'un groupe d'États à la politique d'un autre État. La voie du dialogue n'est pas nécessairement inefficace aussi. Alors c'est vrai que la tentative d'Emmanuel Macron d'ouverture vers Vladimir Poutine et la Russie a un petit peu tourné court, pour des raisons que je ne saurais pas expliciter d'ailleurs, mais il y a eu un précédent. Alors c'est un précédent, il ne faut pas le dire à Emmanuel Macron, mais ce précédent a pour auteur son prédécesseur François Hollande, avec la chancelière Angela Merkel. Ils ont réussi à 4, c'est-à-dire la chancelière, le président français, le président russe Vladimir Poutine et le président de l'époque de l'Ukraine, à, autour d'une table, arrêter les frais en Ukraine avec un accord de cessez-le-feu et un accord politique. Alors ensuite, cet accord est allé qu'à un cas, mais il existe toujours, il est toujours en application, et ça montre aussi que la voie de la discussion n'est pas non plus une voie nécessairement fermée ou inefficace. Encore faut-il trouver, j'allais dire, le bon angle ou le bon moment pour mener une opération de cette nature. En tout cas, c'est peut-être aussi un des éléments de la situation de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Je voudrais revenir un instant sur les États-Unis. Alain, vous avez rappelé la déclaration du secrétaire d'État Mike Pompeo qui attribue l'empoisonnement de Navalny à Moscou. Vous avez rappelé que le Congrès votait des sanctions, que les républicains restaient très méfiants, bref, que c'était la personne de Trump donc qui entraînait cette impression de passivité des États-Unis face à la Russie. Est-ce que cela changera en cas d'élection de Joe Biden ? Oui, je crois que le profil en serait différent parce que c'est vraiment une des questions, la relation avec Moscou, sur lequel Joe Biden n'a aucune raison de faire des cadeaux à Vladimir Poutine. Lui n'a pas de précédent caché, lui n'a pas de préférence sentimentale ou affective pour un autocrate comme Poutine. Vous savez que Trump, dans sa campagne électorale de 2016, a cité le leadership de Poutine, ce style de leadership, a-t-il dit, en admiration. Et vous ne trouverez rien de tout cela chez Joe Biden. Le démocrate Joe Biden n'est aucunement fasciné par l'autocratie politique russe poutinienne. Absolument pas. Il n'a jamais tenté de faire des affaires avec la Russie. C'est le cas du groupe Trump, par exemple. Il n'a rien de caché dans la relation qu'il a pu avoir, lui, en tant que président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, puis plus tard vice-président de Barack Obama. Il n'a rien caché. Il a participé avec Barack Obama dans une tentative de relance de dialogue avec la Russie de Poutine pour lui aussi en conclure, comme Nicolas Sarkozy, comme François Hollande d'une certaine manière, et comme Monsieur Macron, que, ça n'aboutissait pas, que les Russes ne faisaient pas un geste, n'esquissaient pas un compromis sur les sujets conflictuels. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas désireux
de cette amélioration. Parce qu'ils ont besoin d'un ennemi. Il a besoin, dans son discours intérieur, intègre une composante qui est la Russie est menacée. Tout à l'heure, dans la conversation, nous avons parlé de cette espèce de complexe qu'a la Russie d'être encerclée. Nous avons utilisé cette expression encerclée. Alors vous prenez une carte là, Christophe, et vous regardez comment peut-on encercler un pays qui est le plus grand au monde par sa superficie et qui va de Moscou à la péninsule du Kamtchatka. C'est résolument impossible. Derrière cette vieille paranoïa historique, il y a simplement une volonté de se constituer un glacis, une zone de défense. Mais pas seulement. Il y a aussi une volonté de mobiliser l'opinion intérieure sur ce thème de la nation menacée. Il y a une volonté d'exacerber le nationalisme et le patriotisme et de réécrire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Donc, de présenter une Russie victime des tentatives d'humiliation ou des tentatives d'encerclement des uns et des autres. Donc, la Russie a besoin, le système Poutine, l'idéologie Poutine a besoin d'une manière d'hostilité ou d'ennemi. Elle le fabrique à dessein. Le triptyque de Poutine, on peut le résumer de la façon suivante, c'est nationalisme, nostalgie et désinformation. Et depuis le départ, ce triptyque est installé et est appelé à perdurer autant que Vladimir Poutine. Un chercheur de l'Institut Carnegie à Moscou, qui s'appelle Alexei Kolesnikov, a dit que nous vivions une nouvelle guerre froide, mais sans les règles. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire, si vous voulez, pendant la guerre froide, il y a eu des institutions, petit à petit, se sont créées entre l'Union soviétique et les États-Unis, et les pays de l'OTAN même, si vous voulez, des forums de dialogue, des institutions, des rencontres institutionnalisées. D'abord pour décider du désarmement nucléaire, ensuite du désarmement conventionnel, ensuite de la prohibition d'un certain nombre d'armes ou de mouvements de troupes, etc., etc. Alors il y a eu des phases de détente forte, où il y a eu des phases de détente faible. Tout ça a évolué au fil des conflits régionaux qui ont marqué la guerre froide. Mais il y avait non seulement un téléphone rouge, il y avait des institutions de dialogue. Il n'y en a plus. Il n'y a plus aucune institution de dialogue. Je vais vous citer 2 exemples, si vous voulez. Tout à l'heure, on a parlé de ce dialogue de Minsk que François Hollande et Madame Merkel ont réussi à mettre sur pied avec Poutine et à l'époque le président ukrainien Poroshenko pour aboutir à un cessez-le-feu, essayer de calmer les choses, etc. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, Monsieur Macron a cherché à ranimer le dialogue de Minsk. Ça n'a pas marché. Les Russes n'étaient pas preneurs. Ça n'a pas marché. C'est ce type d'institution dont on parle. Il y a aussi régulièrement des rencontres, régulièrement 1 fois par an, une rencontre à ce qu'on appelle à 4. C'est-à-dire les deux ministres russes, un, celui de la Défense, l'autre, le ministre des Affaires étrangères, face au ministre français des Affaires étrangères et au ministre de la Défense. Eh bien, naturellement, quand Macron a essayé de relancer un dialogue avec la Russie, a esquissé ça, c'était une petite tentative, et sans doute a-t-il eu raison de le faire d'ailleurs, eh bien, Le Drian et Madame Parly ont été à Moscou pour une conversation à 4 avec leurs homologues russes. Et Madame Parly n'a pas caché, elle l'a dit ouvertement dans la presse quand elle est rentrée de Moscou, ça n'a servi à rien. Nous avons fait un certain nombre de propositions, les Russes n'avaient aucune proposition à nous faire. C'est ça qu'il veut dire, le chercheur du groupe de la Fondation Carnegie à Moscou. Il n'y a plus de dialogue institutionnel, il n'y a pas ou très peu de forums de dialogue en ce moment, qu'il s'agisse de la Russie et des Européens ou de la Russie et des États-Unis. C'est la guerre froide, c'est un climat d'hostilité entretenu par Moscou, beaucoup plus que par l'OTAN, contrairement à ce qu'on a pu raconter. C'est pas parce qu'on a renforcé avec 1500 hommes le dispositif de l'OTAN en Pologne et dans les pays baltes qui se sentaient menacés après 2014, après l'affaire de la Géorgie, qu'on peut parler d'un renforcement ou d'une tentative de l'encerclement de la Russie par l'OTAN. Donc il n'y a plus de forum, il n'y a pas d'institution où l'on négocie des différends que nous avons avec la Russie en ce moment.
climat d'hostilité qui peut ressembler à une manière de guerre froide, ok, mais sans institutions pour dialoguer. Merci Jean-Marie, merci Alain pour ces explications. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Au revoir Christophe. Merci Christophe. Vous venez d'écouter Le Monde devant soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.